Bonjour à tous, vous qui êtes déjà connectés. Bienvenue à ce webinaire. Voilà, bientôt 100 personnes. On est 200 personnes, plus de 200 personnes à être inscrites. Donc, on est vraiment ravis du succès de ce premier webinaire organisé vraiment par la direction RSE de Restalliance. Il est 11h32, on est tous les quatre speakers de ce webinaire connectés. Je lance officiellement ce webinaire. Je suis Anne Moreau, je suis directrice RSE de Restalliance. Et avec toute l'équipe RSE, on est vraiment ravis de vous proposer ce webinaire d'ouverture pour sanctionner l'ouverture de l'engagement de Restalliance dans le cadre de cette semaine européenne du développement durable. C'est la première fois que Restalliance fête et célèbre cette semaine qui est un événement au niveau européen et français. Et donc, vraiment, soyez les bienvenus à ce webinaire. Donc, je suis Anne Moreau, j'aurai une double casquette pour ce webinaire. Je serai à la fois la modératrice du webinaire et donc garante aussi du temps de parole des 4 intervenants du jour. Et je serai moi-même également intervenante sur une partie de ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat de notre outil Livestorm. Et je prendrai les questions en fin de webinaire. Il y a du temps consacré à cela. Sans plus attendre, puisque nous avons l'honneur d'avoir Mathilde Lecoq, directrice générale de Restalliance, autour de la table, je passe le prochain slide et je vous donne la parole, Mathilde. Eh bien, merci Anne, merci à tous. Bonjour à tous les participants par écran interposé. Donc, on est effectivement ravis de débuter en ce lundi matin la Semaine européenne du développement durable par ce webinaire pour mettre au cœur du sujet de la semaine l'alimentation durable, qui est le thème que nous avons retenu. Alors, pour commencer juste, on a prévu en fait au niveau de l'entreprise 3 niveaux d'animation. D'une part, au niveau de nos sites, donc sur les 1000 sites que nous avons, nous proposons pendant 3 jours, 3 recettes différentes qui vont illustrer notre savoir-faire et puis les évolutions sur ce thème de l'alimentation durable, avec des affiches qui ont été préparées par notre service marketing pour pouvoir aussi avoir un aspect pédagogique auprès des clients et des convives. On a souhaité aussi, de façon à mobiliser de la façon la plus large possible, que l'ensemble de nos collaborateurs, que ça soit support, que ça soit nos collaborateurs sur site, puissent être aussi acteurs de cette semaine du développement durable. Et pour l'ensemble de nos collaborateurs, donc chaque jour, la direction RSE a prévu d'envoyer un petit mail informatif, alors très ludique, on ne se prend pas la tête, et avec un petit challenge culinaire. Donc j'invite d'ores et déjà tous les collaborateurs à relever ce challenge. Il y aura des petits lots à la clé. Et puis donc, pour tous, c'est-à-dire en interne, en externe, et tous les participants qui êtes là présents et que je remercie de ce webinaire qui a pour objectif de sensibiliser, d'agir et puis de valoriser aussi notre démarche RSE. Alors justement, la démarche, alors les intervenants, oui, donc Anne s'est déjà présentée, elle est déléguée générale de l'Institut Nutrition et elle est diététicienne spécialisée en alimentation durable, donc on est bien dans l'expertise du sujet du jour. Nous aurons également Sophie Lucchio, qui est notre référente nutrition et RSE au sein de Restalliance, et puis notre expert culinaire qui anime notre réseau des chefs, Stéphane Pelé, et dans notre métier de cuisinier, c'est bien par cet angle du métier, du terrain, qu'on souhaite avoir une action au quotidien auprès de nos convives. Et donc, Stéphane nous donnera des trucs et astuces avec sa casquette d'expert culinaire. Alors, la RSE chez Restalliance, on en fait depuis longtemps, c'est dans notre culture, c'est dans nos gènes, mais je dirais qu'on s'est structuré et qu'on a commencé à la porter avec une rigueur accrue depuis à peu près un an, puisqu'il y a un an, on a fait alors pour les initiés, vous connaissez, mais moi j'avoue, je ne connaissais pas à l'époque, donc un terme un peu barbare qui s'appelle la matrice de matérialité, c'est-à-dire qu'on a interrogé l'ensemble de nos parties prenantes, internes, externes, nos fournisseurs, nos clients, pour identifier et faire ressortir les axes qui vont être prioritaires chez nous pour porter et faire en sorte que cette
politique RSE soit diffusée au maximum en interne et en externe. Et donc, on a retenu pour ça, je vous les présenterai juste après, 3 axes de cette matrice de matérialité. Cette démarche RSE, elle est, et on l'a voulu et on la veut au quotidien, très humble, très transparente, pas de grands discours, mais vraiment une capacité à l'apporter au quotidien auprès de l'ensemble de nos convives, dans une démarche également de co-construction avec nos partenaires. Et tout ça, ça s'appuie sur les valeurs, que sont les valeurs de l'entreprise, l'exigence, l'initiative et la générosité. Pour faire en sorte également que cette stratégie RSE se diffuse et prenne une résonance forte et la plus importante possible, encore une fois sur le terrain, ce qu'on a choisi également de faire, c'est pas juste de la porter au niveau du siège et au niveau de la direction, alors il le faut pour pouvoir donner l'influx, mais c'est d'avoir des ambassadeurs. Donc on en a aujourd'hui plus de 30. Un certain nombre d'entre eux doivent être autour de la table là. Donc 30 ambassadeurs RSE, aussi bien dans chacun de nos services support et dans chaque direction, et bien évidemment sur nos sites, dans nos exploitations, auprès de nos équipes. Et c'est ces ambassadeurs que je salue, que je remercie, qui au quotidien vont porter, diffuser, faire vivre, animer cette démarche RSE au sein de Rest Alliance, et qui permet aujourd'hui, depuis le début de l'année, mais malgré le contexte particulier qu'on connaît, d'avoir à ce jour près de 60 actions RSE qui sont engagées dans nos établissements ou dans nos services. Voilà, donc pour revenir sur les 3 axes et introduire celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc les 3 axes que nous avons retenus pour accélérer et faire vivre notre démarche responsable. Nous en avons un premier qui est orienté sur notre métier. Nous sommes des cuisiniers, nous sommes des hôteliers, et sur cet axe métier, nos enjeux, nos engagements, c'est de cuisiner chaque jour pour prendre soin de nos convives. Alors ensuite, chaque axe est décliné en un certain nombre d'actions, décliné elle-même en un certain nombre d'engagements et d'indicateurs de mesure sur un plan qui est un plan RSE 2020-2025, donc avec du moyen terme, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être très rapides, mais il y en a d'autres qui sont très engageantes, donc qui vont demander de l'investissement et puis un délai un petit peu plus long pour que nos indicateurs puissent être atteints, donc sur cette période de 5 ans. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais je vous invite à aller regarder, ils sont aussi disponibles sur notre site internet. Deuxième axe que nous avons retenu, parce que nous sommes un métier de service, nous sommes un métier d'hommes et de femmes, un métier d'hommes et de femmes d'ailleurs passionnés, les cuisiniers, les chefs, nos diététiciennes, nos plongeurs, nos serveurs, nos ASH sont des collaborateurs passionnés. Et donc ce deuxième axe, c'est développer nos équipes pour donner du sens à leur mission. Comme vous le savez, on est une entreprise qui sommes exclusivement spécialisée dans le secteur de la santé, ce qui concourt à donner encore plus de sens à notre mission au quotidien, parce qu'on s'adresse à des publics et à des personnes fragilisées, et donc de faire en sorte de développer nos équipes pour que ce sens de leur mission, de leur quotidien soit encore plus fort. C'est tout ce à quoi on travaille au quotidien sur ce second axe. Dernier axe, et c'est celui que nous allons vous présenter plus en détail aujourd'hui, c'est s'engager pour une alimentation saine et durable. Si on en vient à détailler les engagements que nous avons pris dans ce deuxième axe, c'est d'une part donner la priorité aux achats locaux, frais et de saison. Alors je pense, Anne, que sur le prochain slide, on aura un peu plus de détails. Voilà. Et avec des engagements qui sont forts, 70% de nos produits qui sont origine France, 30% de nos achats qui se font auprès de producteurs régionaux, dont 5% en circuit court, c'est-à-dire qu'on est directement du producteur, de la fourche à la fourchette, du producteur au consommateur, sans passer par un logisticien. Et donc, ça nous permet de travailler directement avec des producteurs de fromage, de fruits et légumes, de viande parfois. Deuxième engagement, c'est de choisir des produits de qualité, respectueux de l'environnement, de façon à ce que dès 2023, 30% de nos produits respectent la démarche Chantéal, que je vous exposerai très rapidement ensuite.
C'est également s'engager en faveur de la transition alimentaire. D'ores et déjà, sur nos établissements, nous proposons 3 recettes végétariennes par semaine. C'est un bon moyen de travailler à limiter, mais on y reviendra avec Anne et avec Sophie, la consommation notamment carbone que d'aller vers moins de protéines animales et plus de protéines végétales. Et puis un gros travail là qui est lancé avec près de 60 campagnes qui sont en cours sur le gaspillage alimentaire, ce qui nous permet d'ailleurs de ensuite moins gaspiller et mieux consommer, mieux réinjecter dans de la qualité, et avec un engagement qui est pris que 100% de nos établissements soient engagés dans cette démarche zéro gaspillage. Alors un petit zoom justement sur qu'est-ce que c'est que cette démarche Santéal. Donc c'est une démarche en fait qui se traduira d'ailleurs par une certification qui nous permet d'appuyer notre démarche de référencement sur un cahier des charges extrêmement ambitieux et précis. Alors pour chacune des catégories de produits, que ce soit les fruits et légumes, la viande, les BOF, la boulangerie également, et cahier des charges qui va définir tous les additifs que nous refusons dans les produits que nous référençons, le fait qu'on n'ait pas bien sûr d'OGM, mais qui va aussi définir les engagements de Restalliance au niveau des conditions du bien-être animal. Pour les fruits et légumes, par exemple, qui va définir les modalités de certification donc en démarche HVE avec des certifications CE2, CE3. Voilà, donc tout un ensemble de critères qui ont été travaillés avec des professionnels et qui sont repris par notre service achat et qui permettent d'ailleurs d'ores et déjà d'avoir au sein de notre mercurial actuel un certain nombre de critères demandés par la loi Egalim qui sont respectés et des progrès qui sont faits chaque mois dans ce sens. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Anne qui va rentrer dans le détail et vous expliquer et vous illustrer une alimentation bonne pour la santé et la planète. Pourquoi, comment? Donc je vous passe la main, Anne. Merci beaucoup Mathilde. J'espère que tout se passe bien au niveau technique et que tout le monde nous reçoit bien. Donc effectivement, moi, parfois on oublie un petit peu le sens de l'histoire et l'enjeu de ce que j'avais envie de vous présenter, c'est un petit peu de se dire, bon, il y a la semaine du développement durable, c'est un mot finalement qu'on entend beaucoup, l'alimentation durable à l'intérieur du développement durable, c'est un sujet forcément prégnant et on avait envie de repartager avec vous ce matin un certain nombre d'évidences scientifiques qui nous poussent au-delà de l'encre qui coule sur ce sujet, à vraiment nous engager, nous, parce qu'on estime que c'est au cœur de notre métier de restaurateur et notamment dans notre spécialité qui est la santé. Et donc voilà, donc là, c'est vraiment pour poser un petit peu un certain nombre de fondamentaux de nos métiers. Donc, on va un peu dézoomer, on va aller regarder comment ça se passe à l'échelle du monde et de la planète. Alors, l'alimentation durable, pourquoi ? Alors, ça, c'est pas la slide la plus sympa, mais en gros, c'est pour illustrer que moi, je considère, donc là, j'engage un petit peu ma parole, qu'on a une sorte de système alimentaire mondial qui est un petit peu malade, dysfonctionnel, puisque cohabitent des parties du monde où certaines personnes sont atteintes, alors où déjà dans notre monde, dans notre planète, on a à peu près 1 adulte sur 2 qui est en situation de surpoids ou d'obésité, donc surpoids 1 adulte sur 2 et à l'intérieur de ça, la moitié environ qui est atteint d'obésité. Il y a une croissance également du nombre de personnes atteintes et touchées par la maladie qui est en lien avec la consommation de sucre, qui est le diabète, avec une prévalence qui augmente. Là, c'est le tableau côté santé et côté peut-être excès en lien avec l'alimentation. Dans la même perspective de temps, on a un petit peu moins de 10% de la population mondiale qui se trouve en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui n'a pas accès à une alimentation suffisante pour pouvoir mener une vie qualifiée de normale. Et donc, du coup, cohabitent dans ce monde des gens qui manquent de ressources alimentaires et des gens qui en consomment en excès et peut-être pas de la bonne façon. Et puis, parallèlement à ça, ce qui est le plus dommageable, c'est qu'on a 1/3 de la production alimentaire, donc de ce que les sols nous donnent, et bien qui n'est finalement
pas consommé par les personnes qui pourraient le consommer. Donc, on a un tiers de la nourriture mondiale qui est gaspillée, qui n'est pas consommée, qui ne trouve pas finalement une bouche humaine pour le consommer. Et donc, du coup, voilà, on se rend bien compte que la façon dont on s'est organisé mondialement pose un certain nombre de défis. Et l'alimentation durable est vraiment la façon de s'engager de façon systémique dans cette thématique. Donc voilà, on entend vraiment, je vous disais, le diabète, 7e cause de décès. On estime toute maladie chronique confondue qu'un décès sur 5 est lié à une mauvaise alimentation. On a des liens très prégnants et ça va bien avec ce qu'on sait de la consommation, du poids carbone de la consommation de viande rouge notamment. On a des études scientifiques qui nous disent attention, la viande rouge, en fait, c'est un facteur prédictif qui va potentiellement vous exposer. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais en tout cas, si vous en consommez en excès, ça peut poser des problèmes et ça peut favoriser certains cancers colorectaux chez les hommes notamment. Et en fait, on a une sorte d'outil à la fois formidable pour prévenir des maladies grâce à l'alimentation et en même temps, si on n'en prend pas bien soin, et du coup, ça peut être finalement un facteur qui va aggraver et qui va accélérer l'avènement de certaines pathologies. Donc, on voit que c'est quelque chose de très puissant et pour l'environnement et pour la santé. L'alimentation est vraiment au cœur de notre métier, nous, chez Restalliance, mais encore au cœur de ce qui doit ou devrait préoccuper les acteurs de la santé publique au global. Alors, pourquoi aussi l'alimentation durable? Pourquoi se questionner sur ça? Simplement parce que nous, en tant que citoyens, chacun de nous, on a une empreinte par la façon dont on se chauffe, par la façon dont on se déplace, mais aussi par la façon dont on mange. Et l'alimentation, dans notre empreinte carbone individuelle, ça représente 25%, un quart de votre empreinte carbone personnelle. Et donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, finalement, aller adapter son alimentation et faire des choix en faveur d'une alimentation moins carnée et donc avec moins de carbone va vous aider à diminuer la pression de votre... alors, je ne vais pas dire de votre vie, mais va diminuer votre empreinte carbone personnelle. Donc, l'alimentation, 25% de mes émissions personnelles, d'accord ? Pourquoi aussi l'alimentation durable? En fait, tout simplement parce que le monde change et qu'on a des consommateurs qui, ça s'est encore accéléré avec la Covid, avec la crise du Covid-19, mais qui se posent beaucoup de questions, qui ont compris que finalement, il y avait quelque chose d'un petit peu malade, d'une planète un petit peu fragilisée. Et du coup, qui s'interrogent sur comment est-ce qu'on exploite les animaux, qui s'interrogent sur le poids de l'alimentation, sur l'environnement, qui s'interrogent sur les déchets qui explosent. Et donc, on a un consommateur qui va chercher à consommer plus responsable, en cherchant à faire des choix meilleurs pour la planète et pour sa santé, et plutôt en faveur d'une tendance légère à la déconsommation. Et donc, l'idée, c'est de mettre le maximum de choses nutritivement correctes dans l'assiette, tout en diminuant l'impact et la pression sur l'environnement. Alors, ça se traduit très concrètement par des tendances de consommation de fond autour du zéro déchet, autour du végétal. C'est le végétal qui cristallise, et on en parlera beaucoup aussi cette semaine qui se passe à Lyon, qui cristallise le plus d'innovations sur les 5 dernières années. Et ce sont des innovations qui sont assez gagnantes puisqu'elles ont une croissance très rapide parce qu'il y a une vraie demande des consommateurs. Puis bien sûr, il y a aussi la tendance du sans OGM, sans gluten. Bon, voilà. Donc, on voit qu'en fait, ça se traduit, cette intention, cette compréhension des mangeurs que nous sommes tous se traduit par des actes d'achat aujourd'hui qui sont plus engagés. Et donc, le jeu qui est à jouer aussi de la part des industriels et de la part de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du consommateur jusqu'au producteur, c'est de se parler. Et c'est d'être dans un maximum de transparence pour qu'on sache à chaque fois de quoi on parle. Donc, la transparence est de mise avec un consommateur qui a accès, grâce à ces applications, à un maximum d'informations et qui est de plus en plus exigeant. Les règles du jeu, elles évoluent aussi parce qu'on a maintenant des systèmes qui nous permettent de savoir si c'est vert ou si c'est rouge ce qu'on est en train de manger, de faire des choix à l'intérieur d'une même catégorie de produits grâce au Nutri-Score. Et puis, le Nutri-Score, c'est en train de devenir progressivement obligatoire, ça ne l'est pas encore aujourd'hui, mais de façon tout à fait individuelle et sans attendre que les industriels mettent le Nutri-Score en avant sur leurs produits. Voilà, les citoyens et un très grand nombre de citoyens téléchargent les applications. La plus connue, c'est Yuka. Et du coup, se saisissent
eux-mêmes de la qualité alimentaire de ce qu'ils vont choisir. Et donc, on voit bien que ces tendances, qui sont des tendances plutôt dans le monde de la grande consommation, et ben du coup, forcément, elles arrivent chez nous en restauration collective parce que même si les personnes majoritairement que nous nourrissons sont en institution, eh bien, elles ont des familles qui sont dans ce monde-là. Et du coup, ces attentes-là de la société civile se retrouvent du coup dans nos établissements. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu ça pour se poser ces questions, mais en tout cas, ça nous engage aussi, nous, à accélérer sur ces sujets pour répondre à ces vraies demandes de la famille, des proches et parfois des mangeurs que nous nourrissons chaque jour eux-mêmes. La loi aussi, bien évidemment, le cadre législatif évolue, nous contraint, mais moi j'ai tendance à croire que ça nous aide. Et notamment, on a un certain nombre d'engagements, de challenges à relever avec la signature depuis 2018 de la loi Egalim, avec des mises en application de certaines exigences dès janvier 2020, et puis avec des exigences qui progressent jusqu'à 2022. Et donc, ça... Enfin, voilà, on est aussi aidé par le législatif et c'est plutôt un cadre favorisant le dialogue entre clients. Et voilà, donc nous chez Restalliance, on voit plutôt ça d'un bon œil. Et puis aussi, il y a des sanctions. Ça fait un petit peu peur quand même de se dire que, aujourd'hui, il y a des ONG qui viennent caméra cachée, qui viennent filmer des images qui sont décontextualisées, qui peuvent être parfois très très violentes, et ça génère dans l'opinion publique vraiment des vrais rejets, des vrais boycotts de certaines pratiques. Donc là aussi, on a moins le droit à l'erreur qu'avant, et c'est bien sûr porteur de progrès, même si on souhaiterait que la forme soit un petit peu moins violente pour favoriser plutôt le dialogue entre acteurs. Dernier aspect. Alors, en soi, pour la personne citoyen, et là, du coup, je m'adresse, chacun de nous est mangeur et citoyen, et donc est amené à consommer, et par ce choix-là, à voter quelque part pour le monde qu'il souhaite et pour le modèle alimentaire qu'il pense être le plus vertueux. Donc, cette phrase-là, elle s'adresse plus à la personne, au citoyen mangeur que nous sommes tous, à l'échelle d'une restauration collective plus globale. Les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais il y aurait comme ça un premier argument qui ressort quand même très fréquemment, c'est de se dire, bah ouais, mais en fait, moi, j'aimerais bien consommer bio et consommer local et tout ça, mais ça coûte trop cher. Alors, oui et non. En tous les cas, je voudrais juste modérer, nuancer ce propos pour se dire que finalement, si on part d'un panier assez carné avec pas mal d'aliments transformés, on a à la fois un poids calories et aussi dans les aliments transformés, ça peut être parfois assez cher. Par exemple, du Nutella, c'est quand même vraiment pas très intéressant. J'ai peut-être pas le droit de nommer des marques, mais je dis ça, mais ça pourrait être plein d'autres produits. Un cordon bleu fait industriellement, probablement que ça coûte pas cher et probablement que c'est moins intéressant qu'une escalope de volaille achetée chez un boucher, en fait. Donc, il y a parfois un petit peu de facilité. On est quand même très engagé à être dans un modèle de restauration avec très transformé, très rapide. Et ça a un certain coût. Et pour la santé, parce que c'est des aliments qui contiennent des acides gras saturés, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Voilà, avec pas mal de viande, de poisson, et ça, en fait, ça coûte un petit peu sur la santé, et ça coûte aussi à la planète. Et du coup, de faire cette transition qui est à la fois gagnante sur la qualité de la nourriture et à la fois gagnante sur la pression de la consommation de ces éléments, voilà, de passer de quelque chose de très carné, très industriel, à une alimentation plus végétale qui permet d'augmenter la qualité de ce qu'on va consommer avec moins de viande, mais plus tracée, mieux sourcée. Et bien du coup, on est assez gagnant et pour la santé et pour la planète. Et ça n'a pas toujours, si on s'organise bien, d'impact dramatique sur le coût et sur le porte-monnaie. Donc voilà, en synthèse de ça, vous voyez bien qu'il y a un monde qui bouge avec des conséquences dont on prend la mesure. Et puis, on a aussi 9 millions de personnes à nourrir. Donc, face à l'augmentation de ces besoins alimentaires, plus on est nombreux, plus la demande alimentaire au niveau mondial, elle augmente. Et bien finalement, l'alimentation durable apparaît comme l'un des défis majeurs à relever en 2021. Et je pense qu'il faut voir ça. Enfin, moi, l'invitation, ce que j'ai envie de partager comme état d'esprit, c'est de se dire que c'est une opportunité formidable de reconstruire des filières alimentaires et de travailler entre acteurs de l'alimentation au bénéfice d'une satisfaction du mangeur, d'une prise en compte et d'une prise, enfin, d'un soin amélioré des personnes fragilisées que nous, on croise dans nos cuisines et dans nos établissements chez Restalliance, mais aussi du point de vue amont, d'aller travailler, inventer les filières alimentaires de demain pour qu'elles soient plus vertueuses pour chacun.
Alors, l'alimentation durable, là, j'ai posé un peu le contexte. L'alimentation durable, qu'est-ce que c'est? C'est alimentation durable, une alimentation bonne pour la santé, bonne pour la planète. En très résumé. Moi, ça me va bien si vous ressortez de ce webinaire avec ça qui vient camper et acquis. Alors, bonne pour la santé, ça veut dire qui donne les bons nutriments à notre corps, qui protège du coup notre capital santé. Ça veut dire qu'il est plutôt de nature à prévenir les maladies chroniques comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, en choisissant des matières grasses plus végétales, en mettant plus de végétales, de céréales, de légumineuses, de fruits et légumes de saison dans nos assiettes. Évidemment, c'est un enjeu si on diminue les maladies chroniques. Déjà, on améliore la vie des gens parce qu'ils pourront profiter en bonne santé de leur vieillesse. Et en plus, on a un impact économique et le développement durable. Et donc, l'alimentation durable se préoccupe également de ça. Et ça permet également, quand on prend soin de sa santé par l'alimentation, de réduire les coûts de santé publique, puisque du coup, comme elles sont très nombreuses, aujourd'hui, la maladie cardiovasculaire, c'est 1/3 des décès en France. Et bien, finalement, ça permet aussi d'avoir un levier économique qui est intéressant. Puis si on dézoome de la France, c'est aussi de se dire que ça permet, si on consomme plus près de chez soi, et si chacun fait ça, d'assurer une sécurité alimentaire, c'est-à-dire de donner à manger et de mieux répartir les nourritures qui est produite à l'échelle mondiale. Bonne pour l'environnement, ça veut essentiellement dire de venir diminuer le poids carbone de mon alimentation, et ça va passer essentiellement par le fait de diminuer les protéines d'origine animale. Il ne s'agit pas qu'on soit tous végétariens. Je pense que vraiment la tendance du flexitarisme, c'est-à-dire de diminuer la fréquence de consommation de la viande, de ne pas systématiser dîner et déjeuner, enfin déjeuner et dîner des protéines végétales, et d'apprendre à manger d'autres choses, à découvrir d'autres saveurs, est vraiment ici cool pour la santé et super chouette pour l'environnement. Donc, c'est plutôt des tendances à observer. Et nous, en tant que restaurateurs, de cuisinants, il faut qu'on arrive à accompagner cette transition joyeusement et aussi de façon gourmande. Et puis, bien sûr, pour une alimentation durable, vraiment se préoccupe beaucoup du gaspillage alimentaire, parce que si on le réduit, ben, du coup, on peut augmenter la qualité de ce qui est consommé réellement. Donc, c'est vraiment tout à fait synergique, ces deux axes-là. Et puis, une alimentation durable, alors, je le dis moins là, parce que le thème du webinaire, c'est bonne pour la santé, bonne pour la planète, mais on ne peut pas imaginer quelque chose qui soit durable et qui ne prenne pas soin de... En fait, cette alimentation-là, bonne pour la santé et bonne pour la planète, elle sera demain, si on travaille bien tous, accessible à tous. Elle permettra à des producteurs qui parfois sont en difficulté de mieux vivre et de vivre pleinement de leur beau métier. Et donc, si on travaille vraiment sur des logiques de filière, de bien reverser la juste valeur à ceux qui produisent notre alimentation. Et puis, bien sûr, de travailler sur la notion de souveraineté alimentaire et de se dire qu'on reste le plus local possible de façon à préserver nos emplois locaux. Donc, on voit bien que l'alimentation durable, finalement, c'est les enjeux du développement durable dans l'assiette. D'accord ? C'est vraiment ce même périmètre-là. C'est un enjeu fondamental et le programme national nutrition santé a défini finalement 12 sous-engagements qui viennent dire finalement il y a quoi à l'intérieur. Donc là, j'ai quand même dressé un tableau, voilà, je pense que vous êtes à bord, je dirais. Donc je vais juste citer les 12 et puis après je vais venir expliciter ce que Restalliance fait précisément sur 2 ou 3 thématiques. Okay ? Donc quand on parle d'alimentation durable, ce qu'on entend derrière, c'est l'enjeu de privilégier les produits frais, complets et non transformés, de privilégier les produits locaux et de saison, d'exclure de nos menus certaines espèces menacées et d'aller se tourner vers des modes de pêche qui sont plus durables et plus respectueux des fonds marins notamment et des ressources naturelles, privilégier des produits issus de l'agriculture biologique et ou d'agriculture qui favorise le moins de recours aux engrais, de réduire les protéines animales, de privilégier quand on va chercher du café, parce que c'est une réalité qu'on boit du café, mais qu'on n'en produit pas du tout en France du café. Donc de se dire on va aller chercher des filières qui rémunèrent bien les producteurs là où ils sont, au Brésil, en Colombie et ailleurs. Donc pour les produits exotiques qui ne sont pas faisables en France. De privilégier le circuit court, d'avoir recours à des matières et des variétés anciennes et paysannes de céréales, fruits et légumes, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de réduire au maximum les emballages alimentaires, d'essayer de faire ce que moi j'appelle en anglais
ça s'appelle Last Plastic Bottle Challenge, de se dire en fait une bouteille en plastique consommée quand on est dans une capacité de santé. Évidemment, à la clinique, il y a des situations qui sont particulières. Là, je m'adresse vraiment aux mangeurs citoyens. De se dire, l'eau du robinet, elle est servie dans tous les hôpitaux publics. L'eau du robinet, vous pouvez y avoir confiance. Donc, munissez-vous d'une petite gourde et peut-être se dire je ne consomme plus de bouteilles en plastique. C'est peut-être le premier engagement pour diminuer les emballages alimentaires notamment sur la problématique de l'hydratation en passant par l'acquisition d'une gourde. Et puis, l'alimentation durable n'a de chance de germer pleinement dans nos vies à tous et dans nos restaurants, dans nos lieux de restauration qu'en étant complètement focusé sur le plaisir à cuisiner et donc sans aucun compromis sur le plaisir gustatif et la joie à partager ces repas-là plus responsables. Et je pense que du coup, on est plus heureux de manger ce type d'alimentation. Fondamentalement, c'est plus nourrissant et en fait, il y a une sorte de cohérence qui fait qu'on sent que c'est juste et que c'est bon, et je pense que ça permet de se régaler encore plus. Alors, comment on fait? Donc là, je vous remets les 12 enjeux et je vous fais un petit zoom sur les produits locaux de saison, sur comment réduire les protéines animales et sur comment on fait résilience pour réduire le gaspillage alimentaire. Alors, comment on réduit le gaspillage alimentaire? Donc déjà, les bonnes façons de le faire. Donc, on a dit 1/3 de la nourriture est jetée dans le monde. Il y a des gens qui disent, en fait, jeter de la nourriture, c'est comme voler de l'alimentation, c'est comme voler dans l'assiette d'un pauvre, en fait. Donc, c'est peut-être un petit peu violent, mais c'est pour vous illustrer que, d'une façon, comme tout est interrelié, d'une façon indirecte, eh bien, en fait, c'est juste de se poser la question de combien je consomme. Et voilà. C'est intéressant de se poser cette question-là. Bien sûr, ça permet de réaliser des économies, parce qu'on dépense de l'énergie pour faire croître cette nourriture alimentaire, pour faire croître ces aliments. On va mettre de l'eau, on va consommer des ressources, en fait, pour produire de l'alimentation. Du coup, c'est une consommation d'énergie qui existe et qui ne va pas atteindre son but, qui est de nourrir à la fin. Donc, c'est intéressant de considérer aussi que c'est une perte financière d'une part, mais c'est aussi une perte en ressources naturelles et en eau, par exemple. Toute l'eau qui a été utilisée pour produire des aliments, finalement, c'est comme si on venait de jeter de l'eau par la fenêtre. Et puis, il y a la notion de valoriser aussi le travail des hommes qui produisent et transforment la nourriture. Forcément, pour un chef cuisinier dans nos établissements comme en cantine scolaire, par exemple, et du coup, je pense que c'est triste de voir qu'on a travaillé toute la matinée et puis qu'on jette les choses. Donc voilà, c'est vraiment une notion de respect au niveau global. Donc nous, on agit, on fait beaucoup de formations. On a créé des outils spécifiques pour essayer d'engager l'ensemble de nos chefs sur des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les engagements qu'on prend, c'est effectivement 100% de nos engagements engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec nos clients. Parce qu'en fait, potentiellement, nous, peser les choses, c'est une chose. Mais parfois, il faut se mettre d'accord vraiment avec le client sur ce qu'on est capable de faire. Ah oui, les petits pains individuels, c'est super chouette. Mais est-ce que ça, c'est pas vecteur de gaspillage alimentaire? Du coup, voilà, se poser les questions entre Restalliance et les clients, je pense que c'est vraiment une démarche vertueuse. L'un sans l'autre, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est d'où ce que Mathilde a rappelé en début de webinaire, c'est vraiment de la co-construction. Ça ne peut être que de la co-construction et une responsabilité qui est partagée. Bien sûr, le tri des déchets. L'ambition, c'est de réduire les déchets en numéro 1. Et puis, ce qui n'a pas pu être évité comme déchets, eh bien, effectivement, de les mettre dans les bonnes filières de recyclage de façon à ce qu'ils puissent être réemployés. Voilà. Et puis, évidemment, les établissements qui sont sous notre responsabilité, eh bien, c'est vraiment de s'assurer qu'on répond à la loi, qu'on répond à l'enjeu de valoriser les biodéchets, les déchets d'origine organique, qui sont soit qu'on peut transformer pour faire de l'énergie, soit que l'on peut transformer pour venir nourrir la terre à travers des logiques de compost. Donc ça, Restalliance est très, très motivée et très intéressée et est en train de se structurer pour proposer des solutions comme ça à l'ensemble de ses clients. Alors, comment privilégier les produits locaux et de saison? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un vrai vecteur pour diminuer l'empreinte environnementale de son assiette. Ça permet de soutenir l'économie locale. En soi,
à la fois un produit qui est près de chez soi, et ben du coup il est plus savoureux et il est plus riche en nutriments, et c'est le 4e point. Et à la fois il va vraiment permettre aussi et on l'a vu beaucoup pendant le Covid, de resserrer les rangs et d'avoir de la fierté à produire de l'alimentation près de chez nous. On a cette chance, par exemple en Suède, c'est pas du tout la même chose, ils sont très très dépendants des importations. Nous on a cette chance de produire de la nourriture, donc comme il y a un enjeu dans le développement durable de vivre ensemble, et ben ça nous semble vraiment très, très intéressant de faire ce choix-là des filières le plus courtes possible, pour soutenir l'économie locale. Il y a quelque chose d'un peu plus philosophique qui est de se dire, en fait, peut-être que les saisons ont des choses à nous apprendre. Donc, si on se mettait à leur écoute, quoi. Il y a pas mal de cuisiniers qui disent en cuisine, le chef, c'est la nature, en fait. On fait avec ce que la nature nous demande, parmi les plus holistiques d'entre eux, en tout cas. Moi, ça me parle et ça me rejoint pas mal. Et donc, voilà. Donc, en fait, pour moi, avoir des produits locaux et de saison, c'est juste du bon sens, du bon goût et des bons nutriments, parce que vous voyez que la nature, elle ne nous donne pas la même chose en fonction des saisons, et que ça tombe bien parce que c'est précisément ce que le corps a besoin en général. Donc, c'est des produits plutôt assez riches en eau l'été, plutôt des produits assez roboratifs et plus riches en amidon l'hiver. Et finalement, la nature est bien faite, donc on peut lui faire confiance. Comment Restalliance agit et comment elle s'engage surtout. Donc ça, c'est déjà des choses que Mathilde vous a exposées. 70% de nos achats alimentaires à horizon 2025 seront d'origine France, et pour les produits qui sont transformés, contiendront plus de 50% de produits, d'ingrédients d'origine française. Au moins 10% des produits servis dans nos restaurants sont locaux. Et là, on a une super belle démarche qui s'appelle Terroir de France. Non, qui ne s'appelle pas Terroir de France. Si, Terroir de France, si, j'en suis sûre. J'ai juste eu une petite hésitation. Et donc, du coup, c'est une part qu'on souhaite être grandissante, mais ça aussi, ça se travaille et ça se négocie et ça se construit avec nos clients et avec les producteurs qui sont aux alentours. Donc, parmi les chefs, parmi les clients qui sont autour de l'écran, pas autour de la table, mais ce matin, vraiment, venez vers nous si vous en avez le désir, parce que c'est notre désir aussi. Et du coup, dépassons notre objectif 2025 sur ce sujet, notamment d'approvisionnement local. Et puis, bien sûr, nous, on s'engage à ce que, en fait, quand c'est la saison des tomates, qu'il y ait des tomates de saison françaises qui soient dans vos assiettes. Donc, c'est pas tant de se dire qu'il y aura que des produits de saison, parce que pour des questions de logique et de diversification et de pas manger pareil parce qu'on est sur du 7 jours sur 7, oui, parfois, il y a des produits qui sont pas de saison. En revanche, quand c'est la saison des pêches, il y aura des pêches. Voilà, donc c'est 100% des fruits et légumes de saison sont proposés dans nos établissements. C'est comme ça qu'il faut vraiment le comprendre, et c'est comme ça qu'on s'engage. Pourquoi, comment réduire les protéines animales? Bon, alors ça, c'est pas la bonne nouvelle. Je sais qu'on est un peu parmi les plus carnivores, ça pique un petit peu. Mais effectivement, les produits d'origine animale, la viande, le poisson, les produits laitiers, donc notamment le bœuf, toute la filière bovine, il y a vraiment une attention à porter pour réduire ça. Ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire aller chercher des belles filières qui sont bien travaillées, parce que les filières très industrielles sur la filière bœuf, du coup, elles pèsent vraiment assez lourd. Donc là, les produits animaux représentent 70% du poids carbone de notre alimentation. On a dit l'alimentation, c'est 25%. Et donc, à l'intérieur de ça, c'est 70%, vous allez pouvoir travailler sur l'empreinte en travaillant votre consommation, notamment de bœuf et d'agneau. Vous voyez, c'est assez intéressant, c'est assez stratégique pour venir vite diminuer l'empreinte carbone. Par ailleurs, on l'a vu, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de consommer moins de 500 grammes de viande, notamment de bœuf, parce qu'en fait, la volaille, la belle rouge en France, en fait, ça va, celle-là, elle pèse pas trop sur la planète. Ce qui pèse, c'est le bœuf qui vient de loin, l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, des choses comme ça. De toute façon, c'est une recommandation qui est bonne pour la santé. Donc, si ça tire un petit peu de le faire pour la planète, faites-le au moins pour vous. Et on estime qu'au niveau des gaz à effet de serre, que 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont dues à l'élevage. Moi, je jette absolument pas l'opprobre sur nos agriculteurs qui font du mieux qu'ils peuvent. C'est vraiment en lien avec la méthanisation, avec tout le circuit de digestion des vaches, le méthane, etc. Et donc, oui, ça pèse autant que le secteur des transports au niveau mondial. Donc, c'est des émissions qui sont quand même non négligeables. Maintenant, et on va prendre les choses joyeusement, ne vous inquiétez pas, mais il y a un moment, c'est vraiment des chiffres qui sont évalués et que personne n'a intérêt à inventer, a priori. C'est juste pour essayer de comprendre ce qui fait que notre planète, elle se réchauffe. Comment on s'engage? Donc, nous, on a dit, on a commencé vraiment
à, à faire cette transition alimentaire vers plus de végétal. Donc, dans l'ensemble de nos établissements, on propose honnêtement, aujourd'hui, c'est quasiment, on est à 75%, on propose déjà ces 3 recettes végétariennes par semaine. L'objectif, c'est d'aller vraiment chercher que chaque établissement ait ses propositions de recettes végétariennes. À l'intérieur de ça, on prend l'engagement que ce soit aussi des recettes qui soient à base de légumineuses et de céréales, qui soient vraiment sans viande. D'accord ? Donc, il y a encore un niveau d'ambition qui est supérieur parce qu'on essaie de faire vraiment les choses bien. On a envie d'embarquer nos convives aussi avec nous. Donc là, il faut qu'on voit les animations qu'on peut proposer à vous clients et à vous chefs pour vous permettre de parler de ces sujets-là dans vos établissements. Et puis, on ne le fera pas sans vous. Donc, l'ensemble des chefs Restalliance à horizon 2025 auront été formés, sensibilisés à la transition alimentaire avec des moyens très concrets, avec des recettes et avec une compréhension de ces enjeux-là, de façon à ce que ce fameux sens dont parlait Mathilde soit totalement partagé au sein de nos équipes. Alors après, là, je vais demander de l'assistance parce que moi, comme je projette, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, je ne vois pas si vous envoyez plein de questions, mais je vous rappelle, vu qu'il reste maintenant 20 minutes de webinaire, de ne pas hésiter à nous poser vos questions dans l'onglet questions et on les prendra en fin de webinaire. Alors moi, j'avais envie de vous faire un peu le match des calories et le match des kilos de CO2. Donc, là, je vous ai pris le cheeseburger McDonald's. C'est pas pour taper sur McDonald's particulièrement, c'est juste que les calories, elles sont très précises parce qu'ils les calculent. Le match si je compare, un cheeseburger avec un sandwich jambon crudité, à votre avis, c'est combien les calories ou alors c'est combien de plus ? Peut-être qu'on peut se dire, si vous pouvez marquer sur l'onglet questions votre réponse, le cheeseburger, à votre avis, c'est combien de calories ? Je laisserai mes assistantes qui se connaîtront m'envoyer le fait qu'il y ait des réponses et qui pourront me dire de passer à autre chose quand les gens auront répondu. Donc, n'hésitez pas à dire combien vous pensez que c'est de calories un cheeseburger. Vous devez mettre cheeseburger X calories et sandwich X calories. Et on va voir si vous vous rendez compte de la différence. Je fais vite parce que... ouais, ok, super, bravo, vous êtes super actifs. Alors, le burger, mince, c'est les deux d'un coup, je suis désolée, c'est les deux d'un coup. Le burger, finalement, vous êtes plutôt plus sévère que... Ouais, donc c'est pas le pire, le cheeseburger, c'est un sandwich, un steak et un fromage, et du fromage, donc c'est un petit. Le Big Mac, c'est effectivement plutôt 600, 800. Mais en plus, voilà, le jambon, 190 calories. Ok. Plus intéressant, plus en lien, aussi en lien avec notre sujet, maintenant, le poids carbone. À votre avis, quel est l'équivalent carbone ? C'est hyper dur, j'ai tout à fait conscience, je vous dirai. Alors, je vous donne quand même comme repère. Notre partenaire, moi, on est très proche, l'équipe développement durable est très proche de cette association qui s'appelle Bon pour le climat. C'est une association vraiment super qui aide les restaurateurs justement à embrasser les enjeux de la transition alimentaire et notamment à transiter vers une alimentation plus durable et plus végétale. Ils estiment qu'un repas qui est bon pour la planète, c'est 2,2, je vous regarde un peu bizarre parce que j'ai un doute, 2,2 kilos de CO2 par repas. C'est écrit juste après, mais donc moi, si je me suis trompée, vous me pardonnerez. Donc c'est pour vous dire à peu près, ils estiment ce qui est bon pour la planète, c'est pour un repas 2,2 kilos d'équivalent CO2. Ok ? C'est un peu technique, je sais, mais c'est juste, on va voir les grandes échelles, c'est juste pour que vous ayez en tête un peu les échelles. Donc là, je vois que ça répond parce que j'entends aussi des petits bips, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Allez, j'y vais. Donc, le Big Mac, on a dit que normalement, c'était 2,2 kg équivalent CO2 est considéré comme un repas normal. Et donc, rien que le Big Mac, c'est plus dur à estimer. Rien que pour le Big Mac, pas le Big Mac, le cheese, 12 kg équivalent CO2, alors que notre petite baguette, on a largement de quoi pour faire un repas responsable, y ajouter de l'eau du robinet, pas de l'eau dans une bouteille, mais un fromage blanc avec du miel et une pomme
Et en fait, on est vraiment dans un repas qui est responsable d'un point de vue de son empreinte écologique. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, dès qu'il y a de la viande, et ce sera illustré dans cette dernière slide, et puis après, je vais laisser Sophie nous dire, Sophie qui est sur le terrain, qui agit au quotidien avec les chefs engagés de nos différents réseaux, va nous dire un petit peu comment ça s'organise plus concrètement, parce qu'on a aussi développé une très belle démarche autour de la cuisine végétale chez Rest Alliance. Donc voilà, vous voyez tout de suite, grâce à cette nouvelle slide, que ce qui va vraiment compter si on veut mettre de l'effort et si on veut faire qu'un truc, c'est d'aller un petit peu réduire sa consommation de bœuf, de viande rouge. Et puis après, tac, on va chercher du produit de saison, du produit local. Et puis alors, si on est carrément végétarien de saison, on commence à avoir une super belle empreinte. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'on mange à la place? Alors, ça, c'est Stéphane, mais moi, j'introduis un tout petit peu. Ce qu'on mange à la place, c'est des céréales et des légumineuses. D'accord? Et c'est cette association-là qui va nous permettre de ne pas avoir de carence alimentaire. Bien sûr, chez Rest Alliance, on fait très attention. Donc, ça, c'est la base. Il y a d'autres aliments, je vais vous les montrer juste après. Chez Rest Alliance, on va être très vigilant pour conduire une transition alimentaire qui sera certes gagnante pour la planète, mais sans aucun compromis, on a déjà dit, sur le goût, mais pas non plus sur la santé. Et donc, on se questionne sur la bonne façon de le faire pour nos aînés qui sont peut-être pas super familiers des dalles de lentilles. Et ben, on va essayer de le faire intelligemment et donc, on ne sera pas dans du dogmatisme, on va essayer de faire des recettes qui marchent vraiment sur le terrain et qui sont source de plaisir alimentaire. Maintenant, on a quand même besoin de cette association lentilles, céréales et légumineuses pour donner au corps tous les acides aminés essentiels dont il a besoin, et parce que c'est pas exactement la même qualité les protéines animales et les protéines végétales, donc il faut quand même qu'on travaille au niveau et gustatif et nutritionnel pour être sûr qu'on fait quelque chose qui soit vraiment gagnant et sans compromis sur la santé, bien sûr, de nos mangeurs. Donc ça, c'est un petit peu la base de ce qu'on peut mettre dans une assiette pour avoir des protéines végétales à la place des protéines animales. Vous avez aussi des œufs, ça pèse pas. Les œufs, ça pèse pas du tout aussi lourd que la viande et le poisson et que les produits laitiers. Donc les œufs, super bienvenus. Et puis on a du tofu, bien sûr, mais donc pour un adulte, plutôt une fois par jour, grand maximum. Donc le tofu, il faut faire attention. On verra, ce ne sera pas la base de ce qu'on va mettre dans nos menus 100%. Puis après, on a des petits boosters, on a des graines germées, on a des choses comme ça, plutôt peut-être sur les secteurs handicap, pour pas donner trop de choses qui seraient un petit peu ovni pour nos aînés. Et puis, bien sûr, beaucoup de végétaux de saison et bien sûr, produits de la meilleure façon possible. Voilà ce qu'on mange. Vous voyez qu'on n'est pas... déjà, ce ne sera pas zéro viande, pas du tout. Ce sera de la viande de qualité, bien choisie, bien sourcée. Et puis, après, il y a plein de choses à aller explorer. Donc, charge à nous de vous emmener dans cette aventure-là aussi. Je vous laisse nous raconter un petit peu tout ce qu'on a développé pour faire de cette ambition une réalité dans nos établissements. Ça marche, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, nous, aujourd'hui, Rest Alliance, pour favoriser une alimentation durable, ce qu'on a choisi, du coup, c'est de végétaliser un petit peu plus nos offres. Et comment on le fait? On le fait, du coup, à travers un concept qui s'appelle Love, donc les recettes Love. Les recettes Love, qu'est-ce que c'est? Ce sont des recettes en fait qui sont locavores, donc qui vont intégrer un ou plusieurs ingrédients locaux. Ce sont également des recettes qui sont du coup végétales, qui font la part belle aux protéines végétales, on l'a vu, donc issues des céréales et des légumineuses. Et puis, ce sont des recettes qui vont nous amener à nous évader un petit peu puisqu'elles nous invitent à voyager. Alors, à la fois à travers des recettes, on va dire, du monde, et puis également à travers des recettes plus authentiques, plus traditionnelles, mais qui ont été revisitées. Alors, nos recettes Love, c'est à la fois des recettes qui ont été créées à travers des partenariats avec des chefs étoilés, notamment avec David Gallienne, mais c'est également des nouvelles recettes végétariennes qui ont été concoctées par à la fois notre expert culinaire, donc qui est présent avec nous, mais également des membres du réseau des chefs qui nous ont proposé de très belles nouvelles recettes végétariennes. Donc, on va avoir environ une quarantaine de nouvelles recettes à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, qu'on pourra proposer à nos convives. Donc, effectivement, ces recettes végétariennes, ce sont des recettes qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour la planète, comme l'a dit Anne, puisque nous avons limité l'impact carbone de ces recettes via l'utilisation de protéines végétales. Et puis, ce sont également des recettes, et je tiens à insister là-dessus, qui sont équilibrées nutritionnellement, puisqu'elles répondent à un cahier des charges nutritionnel précis qui a été rédigé par notre service nutrition. Ce qui nous permet d'assurer que ces recettes-là, à la fois sont équilibrées en termes de quantité,
Chacune de nos nouvelles recettes apporte minimum 10 grammes de protéines à la portion, mais sont également équilibrées en qualité. C'est ce que disait tout à l'heure Anne, cette complémentarité des protéines, à la fois une association de légumineuses et de céréales, nous permettent d'apporter l'ensemble des acides aminés dont le corps a besoin afin de pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de chacun de nos convives. Désolée Sophie, j'ai pas très bien Il n'y a pas de problème. On peut passer à la slide suivante du coup. Donc concrètement, très concrètement, les recettes végétariennes chez Restalliance, ce sont des recettes sans viande, sans poisson, sans fruits de mer. Aujourd'hui, vous les retrouvez dans nos menus depuis maintenant octobre 2020. Avec une fréquence qui est adaptée en fonction de la typologie de nos convives. Donc, on va pouvoir les retrouver, ces recettes végétariennes, à hauteur d'1 fois par cycle dans nos établissements EHPAD, 1 fois par semaine sur nos établissements handicap. On en a 2 fois par cycle sur nos établissements de soins de suite et de réadaptation. Et puis, sur les établissements de médecine, chirurgie obstétrique, 1 à 2 fois le soir au dîner par cycle, et puis également sur nos selfs à hauteur d'1 fois par semaine. En sachant que ces fréquences seront amenées bien sûr à évoluer de manière progressive puisqu'on veut et on souhaite atteindre notre objectif 2025 d'avoir au minimum 3 recettes végétariennes par semaine. Alors, on sait aujourd'hui malheureusement qu'il existe encore de nombreux freins à la consommation de plats végétariens, notamment sur les restaurants collectifs. Alors, le premier que je pourrais citer, effectivement, c'est une volonté non partagée. Alors, une volonté non partagée dans le sens où si on veut effectivement favoriser une alimentation durable et que l'intégration de ces recettes végétariennes soit un succès, on a besoin que ce projet soit porté par l'ensemble des acteurs, donc à la fois que ce soit une volonté des équipes de cuisine, mais également des directions des établissements, de nos équipes soignantes, bien sûr aussi, et puis des résidents. Il faut qu'ils soient convaincus du bien fondé finalement de cette alimentation. J'ai en tête un exemple d'un établissement qui est un foyer d'accueil médicalisé sur lequel on a intégré des recettes végétariennes. Donc le soir, un repas sur 2, uniquement le soir. Et c'est un projet qui a été accueilli positivement et qui d'ailleurs perdure. Et ce qui fait que ça a fonctionné, on va dire, c'est premièrement, c'était une volonté commune de l'ensemble des acteurs. Les équipes de cuisine étaient motivées à réaliser ces nouvelles recettes et les résidents ont accueilli aussi ce changement, on va dire, positivement, puisque ça a aussi été expliqué en amont. Il y a eu tout un accompagnement des équipes soignantes auprès des résidents pour leur expliquer pourquoi on réalisait ce projet, les bénéfices de ce projet. Et ça a permis de limiter pas mal de fausses croyances sur l'alimentation végétarienne. Et j'en viens du coup à mon deuxième frein, qui est effectivement ces fausses croyances qui existent autour de l'alimentation végétarienne. Et l'une des premières fausses croyances, c'est que ces repas provoquent des carences alimentaires. Donc, comme l'a dit Anne tout à l'heure, si ce repas est équilibré, a été construit de manière équilibrée avec les bonnes protéines et en bonne quantité, il n'y a aucune raison d'avoir des carences alimentaires. D'autant plus que chez Restalliance, on ne propose pas une alimentation végétale à 100% toute la semaine. C'est uniquement l'intégration de temps en temps d'une recette végétarienne au sein d'un repas complet avec plusieurs composantes. On a l'entrée, on a le dessert, on a le produit laitier. Donc, il n'y a vraiment aucun risque d'avoir des carences à ce niveau-là. Troisième frein, effectivement, c'est plutôt le côté culturel. Pour certains de nos résidents, notamment nos aînés, c'est pas forcément culturel de manger végétarien. Ils ont l'impression qu'il manque quelque chose dans leur assiette. Où est la viande, où est le poisson? Donc, ça peut être également un frein, au bon accueil de ces recettes. Et puis, le dernier, c'est qu'effectivement, on peut avoir des difficultés, en tout cas, c'est peut-être plus challengeant de mettre en valeur ces plats végétariens à comparer d'un repas classique où il y aurait notre viande, nos légumes et nos féculents. Donc, pour répondre à tous ces enjeux et à tous ces freins, on a décidé, nous, aujourd'hui, Restalliance, de créer à la fois des outils de communication, mais surtout des ateliers de sensibilisation auprès des résidents, auprès des équipes médicales, dans le but surtout d'informer et de pouvoir rassurer sur ces repas végétariens. Et puis, côté de nos chefs, on souhaite les accompagner avec la création d'une toute nouvelle formation qui sera à la fois théorique et pratique. Et là, notre but, c'est à la fois d'informer donc sur les enjeux d'une alimentation durable, sur les aspects nutritionnels et également d'accompagner sur la maîtrise des spécificités de cette cuisine végétarienne et également de la mise en valeur de ces plats.
Voilà, dans le but de donner envie à nos résidents de pouvoir découvrir ces nouvelles saveurs et puis d'avoir accès à des recettes qui sont à la fois gourmandes, bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphane qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur la cuisine végétarienne. Merci beaucoup, Sophie. Hyper intéressant d'avoir vraiment cette vision terrain et puis de voir comment Résilience progressivement va passer des caps jusqu'à atteindre en 2025 l'engagement qui vous a été présenté. Merci beaucoup, Sophie. À toi, Stéphane, pour nous vous faire saliver juste avant le déjeuner. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous faire saliver, moi, je voulais faire revenir sur un… En fait, quand je vois les chefs, on me dit c'est pas générationnel, c'est pas ci, c'est pas là. Donc, en fait, j'ai voulu faire un petit focus avec des chefs très représentatifs. Je vais commencer avec Michel Guérard. Pourquoi? Parce que Michel Guérard est dans la cuisine santé et ça fait 45 ans qu'il fait de la cuisine végétarienne. Donc, à aujourd'hui, quand j'entends certains chefs qui me disent oui, mais c'est un phénomène de mode, il faut arrêter. Non, voilà. Donc, Michel Guérard est un très, très bel exemple. Après, j'ai voulu continuer avec Joël Robuchon. Pourquoi? Parce que c'était le premier en restaurant traditionnel gastronomique 2 étoiles Michelin à faire un repas décomposé en 7 plats autour du végétarien. Plus récemment, on a Adrien Zella. Alors, on peut être fier d'avoir un Français avec le meilleur restaurant végétarien du monde. On va être un peu plus chauvin parce qu'il est aussi lyonnais. Voilà. Donc, c'est 3 générations différentes et avec le même but, c'est-à-dire faire plaisir et travailler aujourd'hui avec des produits de saison et locaux. J'ai mis aussi Thierry Marx. Pourquoi? Parce que au-delà d'être un chef émérite et reconnu, par choix personnel, il est végétarien. Voilà. Donc, il a une cuisine flexitarienne, mais c'est par des convictions personnelles, il est végétarien. Et je trouvais qu'il avait tout à fait à être dans ce petit diaporama. Voilà. Donc, enlever ces idées reçues que le végétarien est un phénomène de mode, comme on l'a dit. Michel Guérard est le vrai exemple. Si vous allez à Eugénie-les-Bains, vous verrez, c'est un très bel établissement et vous mangez du végétarien. Petit slide d'après. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, la cuisine végétarienne, c'est quoi? C'est construire sur des recettes, comme on l'a dit depuis le début avec Sophie, sur des recettes avec des apports nutritionnels suffisants. Donc, on a une répartition, et ça, c'est les partis pris de la société. Et c'est là-dedans où, comme moi aussi, je construis mes recettes et avec le réseau des chefs, on les construit comme ça. C'est composer une assiette végétarienne avec une répartition de 2 tiers, 1 tiers. Donc, 2 tiers de protéines, 2 tiers de céréales et 1 tiers de légumineuses, pardon. L'autre idée aussi où je voulais tordre le cou, c'est une recette végétarienne, c'est pas une assiette de légumes. Souvent, quand on arrive et qu'on dit on va sur un établissement, je suis végétarien, on met l'assiette de légumes du jour. Oui, si on met ça, on n'a vraiment pas l'apport suffisant et en plus, on n'y trouve pas forcément notre plaisir. Donc, bien respecter ces recettes. Nous, on a vraiment un cahier des charges qui est assez prenant. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, si on veut vraiment cet apport correct dans l'assiette, de bien respecter ces proportions. Dernier point. Hop, voilà. Donc, moi, mes conseils maintenant dans la cuisine, c'est d'oser et varier les plaisirs. Comme on le dit depuis le début, de prendre des produits de qualité, des produits de saison, des produits locaux. Comme on l'a dit, c'est pas plus cher quand on achète de saison. Oui, peut-être que des fois il y a de la redondance sur les menus, mais au moins quand on a des fraises, on va manger des fraises plus souvent, mais parce qu'elles seront de saison et pas manger des fraises au mois de décembre, pas manger des tomates au mois de janvier. On l'a dit aussi tout à l'heure, de faire travailler nos agriculteurs, c'est une très bonne chose. Et puis de travailler avec des agriculteurs locaux avec des produits de saison, c'est moins cher que d'acheter des fois des produits qui viennent de je ne sais où et qui coûtent aussi cher. Et puis après, si possibilité de travailler avec des produits bio. Après, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, pour aussi égayer et rendre une assiette gourmande, c'est moi ce que j'appelle les ingrédients magiques. C'est tout ce qui va être les herbes aromatiques, l'estragon, l'aneth, qui vont venir donner du corps et du relief au plat. Ça va être les épices. Ça va être aussi toutes les graines. Alors, on a deux sortes de graines, comme on a les graines, le sésame, le lin, la courge, le tournesol, mais aussi on a les graines germées qui sont très bonnes.
Et puis après, petite astuce, alors moi je fais mes bouillons de légumes maison, parce que d'acheter ces bouillons industriels, on ne sait pas réellement des fois ce qu'il y a dedans. Il y a du sel, c'est transformé, on va avoir de la farine, enfin voilà, la maltodextrine, tous ces genres de trucs-là qui sont pas très bons pour la santé. Donc la petite astuce, le bouillon de légumes, eh ben, quand on fait des légumes, on garde ses parures, on garde ses épluchures, et puis on les fait revenir dans une casserole avec un tout petit peu de matière grasse, un peu d'huile d'olive par exemple, et on va juste mouiller, on va laisser cuire ça 20 minutes, et on a un très bon bouillon de légumes. Petite astuce aussi, on peut la mixer, on peut les mettre dans des sachets glaçons, on peut les mettre dans des bacs de glaçons, et puis on peut les congeler, on se les fait maison, et on est très très bien. Et on en a pour tout le temps. Ouais. Voilà. Après, comme on l'a dit, moi, j'ai quelques petites recettes qui me viennent tout de suite à l'idée quand on parle de végétarien. Alors, pourquoi le Buddha Bowl, les Energy Bowl, le dal? Parce que ce sont des recettes qui viennent d'autres pays, comme l'Inde, où on a vraiment des gens qui sont aussi végétariens par conviction. Donc, en fait, aujourd'hui, on arrive à avoir ces recettes-là et qui sont intéressantes pour nous parce que culturellement, elles sont déjà présentes dans des pays. Alors après, comme je le dis, osez, testez, faites-vous plaisir. On peut faire des Buddha Bowl version française avec des lentilles, avec des pommes, alors, au lieu de mettre des produits qui viennent aussi de très loin. Là, par exemple, sur la petite photo, on a une des recettes qu'on a créées avec le réseau des chefs, qui est une bolognaise de lentilles. C'est assez trompeur quand on l'a en assiette. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie bolognaise. Voilà. Donc, ça, c'est comme je le dis souvent aux chefs, faites-vous plaisir, respectez ces cahiers des charges avec 2 tiers de céréales et 1 tiers de légumineuses et faites-vous plaisir, amusez-vous. Génial, merci beaucoup Stéphane. J'ai envie de rester sur cette slide parce qu'elle est super inspirante et puis je pense qu'il y a pas mal de chefs derrière leurs écrans. Donc merci beaucoup Stéphane. C'est la fin de ce webinaire. Alors nous on est complètement encore disponible pour prendre vos questions. Alors j'ai cru donc il y a des questions qui ont émergé pendant les échanges. Alors effectivement, il y a la question de l'aspect culturel de cette cuisine végétarienne pour rééduquer les patients qui sont plus âgés, quoi. De se dire, bon, est-ce que comment cette tendance écologique, elle est quand même assez nouvelle et du coup, c'était pas des façons de cuisiner qu'on avait avant, etc. Moi, je veux bien prendre cette question parce que nous, à l'Institut Nutrition, on est vraiment des spécialistes de la compréhension du comportement alimentaire et d'essayer de comprendre quels leviers on peut utiliser en fait pour favoriser du plaisir, etc. Donc, moi, j'ai parfaitement conscience de cet enjeu-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est le thème des rencontres de l'Institut Nutrition qui auront lieu le 23 novembre prochain. Le thème, ça s'appelle « Le mangeur fragile au cœur de la transition alimentaire ». Donc, c'est de se préoccuper précisément sur comment on le fait avec tout le monde et en particulier avec le mangeur fragile. Donc ça, c'est pas un élément de réponse, c'est une invitation pour un prochain rendez-vous qui sera dans on sera, pour le coup, ce sera comme une émission de télévision, on sera tous sur le même plateau, etc. Donc ce sera avec des intervenants extérieurs, des sociologues, des gériatres, enfin ce sera, je pense, assez passionnant et ce sera l'occasion pour l'Institut Nutrition de partager, on a un projet de recherche-action en lien avec, en l'occurrence, c'est l'adolescent en situation de handicap, mais voilà, en gros, on est en train vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'on rééduque, comment est-ce qu'on embarque nos mangeurs avec nous dans cette histoire-là. Et je pense que vraiment la sensibilisation, la formation sont des vecteurs, privilégiés. Et nous, à l'Institut, on va essayer de produire des connaissances scientifiques et sociologiques pour essayer de comprendre comment ça se passe pour ces mangeurs quand on leur propose des aliments qui sont nouveaux. Donc, en tous les cas, je trouve que c'est une excellente question et c'est un vrai sujet pour pas se planter et pour que ce soit gourmand et joyeux, cette transition vers une alimentation plus durable. Il y avait aussi une autre question, enfin un point de complément, mais moi j'avais l'impression d'avoir un petit peu, merci à ceux qui nous parlent dans le chat, enfin dans les questions, sur l'impact carbone de la viande rouge. Oui, alors si je ne l'ai pas suffisamment bien dit, effectivement, une viande rouge élevée en élevage extensif, à l'herbe, sur les plateaux d'Aubrac, c'est pas la même chose que
des vaches qui sont élevées au tourteau de soja OGM en Amérique du Sud et qui sont importées. Donc effectivement, ça nécessite, moi j'ai un grand respect pour les agriculteurs qui travaillent la terre et qui travaillent dans l'élevage, qui sont sans doute un petit peu en souffrance. Donc le message vraiment du webinaire, c'est de se dire, travaillons pour préserver notre argent, nos budgets en restauration collective sont faibles, donc il faut qu'on arrive à préserver, à faire des économies pour pouvoir aller réinjecter et proposer de la viande de bonne qualité, bien tracée, et là ce sera très gagnant. Donc absolument toutes les viandes ne se valent pas, et vraiment loin de nous, tous les 4 speakers de ce webinaire, de vouloir vraiment jeter l'opprobre. Voilà, on n'était pas du tout là pour formuler quelques critiques que ce soit envers les éleveurs français. Donc merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent? Alicia, est-ce que tu vois d'autres questions qui émergent? J'ai vu une question d'une directrice, je suppose, d'établissement qui demande comment faire pour augmenter la fréquence de plats végétariens le soir. Donc, alors là, on est à fond. Hein. Donc, il faut voir avec votre chef et puis le responsable de secteur et la diététicienne qui peut aider à la mise en place et accélérer et aller plus vite que nos objectifs nationaux. Avec plaisir. Il nous faut des sites qui vont être et qui vont atteindre notre objectif 2025 dès 2021. Ça nous va bien. Donc, avec plaisir et rapprochez-vous de vos interlocuteurs. Moi, j'ai vu ça comme question et je ne sais pas si… Merci Mathilde, merci de me soutenir dans ma tâche d'animatrice. Est-ce que des ateliers culinaires seront proposés pour les clients comme pour les patients? C'est évident que ça fait partie de notre plan de déploiement. Hein. Donc là, on a saisi cette occasion de la Semaine européenne du développement durable pour porter le sujet et pour vous annoncer un petit peu notre état d'esprit, pour le partager avec vous. Et bien sûr que ça va s'incarner par des plannings à la fois l'émergence de ces recettes dans les menus, et puis bien sûr sur un dispositif qui va nous permettre de le faire sans oublier le mangeur, y compris pour ceux qui ont beaucoup d'ambition. Tester, à mon avis, allez-y progressivement, même si vous avez envie de faire que du végé le soir. Accompagner vraiment, et nous on sera là aussi dans cette démarche là, parce qu'à la fin, nous, ce qui compte quand même fort, c'est qu'il y ait de la satisfaction et qu'il y ait des gens qui mangent et qu'ils en soient satisfaits et repus et nourris avec tous les sens, quoi. Donc faut accompagner. Juste alors je vois encore quelques petites interventions, notamment de Madame Madinier. Bonjour Madame Madinier. Et juste petite précision, mais l'établissement avec lequel on va aborder toute une phase de recherche sur un IME par rapport au renforcement de la présence du végétal auprès de convives enfants handicapés, en situation de handicap. Et donc, c'est effectivement dans le partage d'orientation commune qui nous permettra d'aller plus loin et plus vite. Et puis, je vois qu'il y a une autre question aussi sur la mise en place d'indicateurs, et vous avez complètement raison, parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs et des enjeux, mais derrière, il va falloir le mesurer. Donc, c'est en tout cas comme ça qu'on a cherché à poser notre démarche RSE, puisque chacun de nos engagements est lié à une mesure. Et oui, dans les mesures, il y a aussi comment et combien. Alors, on a notamment, ça nous a amené à développer un nouveau logiciel qui permet d'identifier beaucoup plus précisément. Et là aussi, je pense que les interlocuteurs Restalliance vont petit à petit, ça se diffuse progressivement auprès de nos établissements, reviendront vers vous pour vous présenter après de façon beaucoup plus transparente et systématique les rapports de pourcentage d'utilisation des produits frais, des produits locaux, des produits transformés dans nos menus et surtout sur chacun des établissements. Parce que, alors ça c'est une vraie complexité, l'alimentation, j'ai souvent l'habitude de dire on vend pas des boulons, et même si vous prenez on vend des éléments et des produits vivants. Si vous prenez une recette de sauce tomate, je suis sûre que nos 1000 sites et nos 1000 chefs, il y en a 1000 différentes dans la composition, dans la mise en œuvre, et donc d'arriver à avoir des outils qui vont permettre de suivre et d'identifier ces indicateurs pour chaque établissement, chaque équipe, c'est un des enjeux qui nous permettra effectivement après de progresser sur chacun des établissements.
Bon, c'est la fin de ce webinaire. Je vous fais un peu mal aux yeux là. Hop, juste pour vous revenir sur notre première slide. Il y aura chacun de vous qui est inscrit et qui avait été connecté là va recevoir un replay. Donc, charge à vous de le diffuser largement parce que notre joie, c'est de pouvoir diffuser et qu'il y ait le maximum d'interlocuteurs qui aient accès au contenu qu'on a partagé ce matin. Bien entendu, l'ensemble de nos équipes et en particulier à la direction RSE, à la direction nutrition et culinaire, nous sommes à votre écoute. Si vous avez d'autres questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire pour réagir. Et je pense que pour nos collègues de l'interne Restalliance et pour chacun de vous, il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine du développement durable sous le signe de l'alimentation durable. Et j'en profite pour saluer et remercier chaleureusement Stéphane Pellet, Sophie Lucchio et bien évidemment à vous Mathilde pour votre présence pour ce webinaire, pour lancer cette première semaine européenne du développement durable chez Restalliance. Merci à tous d'avoir été connectés et puis diffusons joyeusement et avançons concrètement sur les établissements. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne semaine.